la superficie touchée, la quantité de personnes touchées, le nombre d'acteurs impliqués fait que c'est un événement majeur. Et il intervient en effet dans un contexte de doute sur les modèles de développement qu'on est capable de mettre en œuvre pour faire face à la fois aux besoins de transition écologique, mais tout de même aussi encore aux besoins d'une population qui ne peut pas se passer d'économie carbonée. Bonjour, je m'appelle Arnaud Brento, je suis professeur de géographie à l'Université de Rouen-Normandie. Je suis spécialiste de géographie politique et de questions d'aménagement du territoire et je m'intéresse en particulier à la communication territoriale et à la justification des politiques territoriales par leurs responsables. Oui, ben, en fait, moi j'ai d'abord vécu l'accident comme un habitant, comme un citoyen, et il y a un certain nombre de choses qui m'ont intrigué, et puis assez rapidement le pas de la méthode scientifique a repris le dessus, et j'ai, pour y voir plus clair, eu besoin d'inventorier un certain nombre de dysfonctionnements que j'avais perçus au départ de façon intuitive. Et puis au bout de, je dirais, une petite semaine, je me suis dit qu'il y avait quand même un certain nombre d'enjeux sur lesquels on avait eu un déficit d'information sur les substances qui ont brûlé, sur les entreprises qui ont été impliquées, sur la nature des polluants. On a par exemple beaucoup insisté dans le discours officiel sur les SUI, donc sur les polluants invisibles, et c'est seulement au bout de quelques jours que petit à petit la question des micropolluants, des particules fines, tous les micropolluants volatiles ont été évoqués et on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est l'enjeu essentiel. Il y a la question de l'amiante, il y a la question des produits qui ont brûlé. Et ça, on a attendu quand même assez longtemps, alors que sur des sites comme ça, on peut s'attendre à ce qu'on ait une connaissance beaucoup plus rapide de ce qui est autorisé et donc de ce qui est présent. Et puis la question des entreprises impliquées, puisque c'est seulement au bout de 5 jours après l'incendie qu'on a appris que finalement 3 entrepôts d'une entreprise voisine ont brûlé également. C'est tout de même assez effarant de voir que les consignes qui ont été fournies le vendredi matin pour les populations et se résumer à quelques points, nettoyer votre mobilier de jardin avec des gants, puis jeter les gants, mais c'est totalement insuffisant pour accompagner les populations. Les familles, les ménages ont besoin de savoir est-ce qu'on peut aller ici ou là. On aurait pu attendre aussi par exemple des consignes à destination des populations particulièrement exposées par leur métier, tous les gens qui travaillent en plein air, est-ce qu'ils avaient besoin ou pas de prendre des précautions. On sait aujourd'hui qu'il y avait un taux d'HAP anormal sur la place de Buchy le 28 septembre. Les gens qui travaillaient en plein air à Buchy à ce moment-là, est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être accompagnés par des conseils en matière de précaution, en matière de protection de sa santé? Et puis je pense évidemment aussi de la communication vis-à-vis des collectivités territoriales, vis-à-vis des organismes qui accueillent du public. Est-ce qu'on devait absolument continuer comme d'habitude, sans aller au-delà des quelques mesures de précaution émises par les services de l'État? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de transparence, certes, mais il y a aussi besoin de beaucoup plus d'accompagnement, à la fois dans la prévention du risque, mais aussi dans la gestion du post-accident. Et donc, toutes ces informations insuffisantes indiquent quand même un phénomène, quelque chose qui dépasse simplement l'incident de communication. Là, il y a quand même quelque chose qui est, alors peut-être pas manifeste, mais au moins qui est structurel. Si on suit ce que disent des collègues qui sont plus spécialistes, que ce soit en géographie ou dans d'autres disciplines, il semble qu'il y ait quand même l'existence d'une doctrine officieuse qui consiste à
informer à minima pour éviter que se produisent des phénomènes de panique, des phénomènes de psychose collective qui montrent aussi comment les pouvoirs publics envisagent leur rapport avec la population. J'ai le sentiment qu'il s'agit peut-être aussi d'une culture du gouvernement qui consiste à privilégier un certain nombre d'enjeux, notamment l'intervention sur le site où se déroule l'incendie pour l'éteindre. Donc finalement proposer une réponse technique, matérielle à un problème, sans forcément intégrer d'autres enjeux comme par exemple la transparence à l'égard du public. Beaucoup de gens en fait reprochent aujourd'hui, c'est des informations qui ne sont pas communiquées ou même l'absence d'aveux d'incertitude, de méconnaissance. On ne sait pas ce que l'effet cocktail a pu produire, mais on ne le dit pas. Ou alors on l'admet finalement à demi-mot au bout de quelques jours. Et c'est plutôt en fait cette information insuffisante qui nourrit à la fois l'inquiétude vis-à-vis de l'accident lui-même, vis-à-vis du danger qu'il représente pour l'environnement comme pour la santé des personnes. Et puis au-delà de ça, ça renforce la défiance latente qui existe déjà de façon très puissante dans l'opinion publique en France à l'égard des pouvoirs publics, notamment de l'État. Moi, je trouve que c'est plutôt salutaire de constater qu'une société exige des informations fiables et qu'elle s'engage dans un travail de suivi, de vérification, d'interrogation critique. Je pense que pour qu'une démocratie vive, elle a besoin d'avoir une population vigilante, impliquée, éventuellement soucieuse de rigueur. Oui, oui, j'entends bien l'invitation à prendre du recul et à replacer cet événement dans une histoire de l'industrialisation qui implique du danger, qui implique des risques. Et il est trop tôt aujourd'hui pour déterminer si cet accident-là est véritablement exceptionnel ou si au contraire il est d'une intensité comparable à d'autres événements. On a vu par exemple que le président de la République contestait toute comparaison avec AZF. Dans une certaine mesure ça peut se justifier parce qu'on n'a pas eu de mort immédiate, parce qu'il n'y a pas eu d'explosion, parce que le phénomène avait un caractère peut-être moins spectaculaire, quoique sur le plan paysager je pense que ça va être quand même très difficile pour Rouen de remonter la pente après toutes ces images qui ont été diffusées abondamment depuis plusieurs jours. Quoi qu'il en soit, là où tu as raison, c'est que l'accident intervient à un moment donné dans un contexte particulier qui va lui donner un écho considérable. Il a lieu dans une ville, et c'est là un point commun avec Toulouse, qui compte 650 000 habitants. Il touche potentiellement des dizaines de milliers de personnes, plus d'une centaine de communes. C'est une superficie impactée absolument considérable. Donc même si finalement la teneur qu'on va mesurer dans les quelques semaines en HAP, dioxine, etc., s'avère plutôt rassurante, ça on le verra, pour l'instant on l'ignore, la superficie touchée, la quantité de personnes touchées, le nombre d'acteurs impliqués fait que c'est un événement majeur. Et il intervient en effet dans un contexte de doute sur les modèles de développement qu'on est capable de mettre en œuvre pour faire face à la fois aux besoins de transition écologique, mais tout de même aussi encore aux besoins d'une population qui ne peut pas se passer d'économie carbonée. On est dans cette espèce de phase d'incertitude, un espèce d'entre-deux historique. On sait d'où on vient, on ne sait pas trop vers où il faut aller, et l'accident intervient à ce moment-là. Et forcément, il accentue, il renouvelle les interrogations, les doutes. Les gens qui pouvaient s'estimer en sécurité avec les dispositifs Céveso2, les gens qui pensaient qu'une réglementation extrêmement sérieuse et rigoureuse présidée à la gestion et à la protection à la fois des sites et des populations environnantes, aujourd'hui sont devant le constat évident que c'est totalement insuffisant et que les politiques de prévention ont totalement omis d'intégrer les populations. Et là, on avait effectivement des services de l'État qui ont fait des choix parce que finalement, personne n'était prêt, ni la population, ni eux.
Oui, alors ce que révèle aussi l'accident de Lubrizol et Normandie Logistique, c'est justement que le risque il n'est pas contigu et il se diffuse pas selon un gradient progressif depuis le site, comme on pouvait l'imaginer de façon un peu intuitive auparavant. Il y a des zones qui ont été touchées qui sont bien plus éloignées que des communes limitrophes de Lubrizol. Et ça, c'est intéressant, ça montre bien que finalement, l'exposition géographique au risque est extrêmement difficile à évaluer, que les outils qu'on a actuellement pour informer les populations sur le fait que lorsqu'ils viennent habiter quelque part, ils sont exposés à un risque, sont insuffisants, et que c'est pas en mettant les usines à la campagne ou loin des villes qu'on trouvera une solution au problème, ni même en les délocalisant à l'étranger. La question qui se pose, c'est est-ce que on veut ces usines-là encore, quel que soit l'endroit où on les place. Oui, ben là, en fait, on constate que la tentation d'assouplir les règles de sécurité existe toujours, même si historiquement, c'est aussi l'État qui les a mises en place par le passé. Vous avez évoqué la responsabilité du gouvernement Macron, mais d'après les spécialistes, il semblerait qu'il y ait eu un processus de déréglementation plus long que ça et qui se déroule aussi dans un contexte où l'économie française est fragilisée par la crise et que sans doute dans la balance, à un certain moment, il y a eu un pari qui a été fait sur cet assouplissement et on voit bien ce que ça représente. Les entreprises ont été en quelque sorte effacées par la figure du préfet qui s'est imposé comme l'interlocuteur privilégié à la fois des médias et de la population. Ce faisant, il s'est aussi considérablement exposé en tant qu'acteur à ce moment-là et a fini par en quelque sorte éclipser les entreprises qui n'étaient plus finalement maîtres de ce qui se passait à la fois dans la résolution du problème et dans son traitement médiatique. Mais lorsqu'elles ont commencé à prendre la parole, on a observé qu'elles sont restées finalement dans un rôle qu'on pouvait attendre de leur part, c'est-à-dire minimisation, évocation de doutes sur leur propre responsabilité et en même temps l'expression d'une disposition à collaborer avec les autorités. Il n'y a rien de véritablement surprenant dans la façon dont les entreprises ont cherché à assurer leurs intérêts. Les comptes que ces entreprises auraient pu rendre au public, il n'empêche que il me semble que la responsabilité est partagée avec les pouvoirs publics. Dans le cas où justement l'accident a des répercussions hors du site. La source, ils sont responsables de la source, mais de ce qui arrive aux alentours, ça leur échappe. Et la population étant touchée, dans son espace intime, domestique, dans les espaces publics, à ce moment-là, les pouvoirs publics prennent le pas. Moi, c'est comme ça que j'interprète un peu la chose, c'est-à-dire que dans la mesure où l'entreprise n'était plus en mesure d'empêcher le fait que l'environnement soit impacté, elle se trouve en quelque sorte court-circuitée dans la gestion de crise et dans la communication de crise. Il n'empêche qu'elle va devoir rendre des comptes sur ce qu'on va pouvoir établir comme fait par la suite. Je pense que plus fondamentalement, il n'y a pas seulement de la défiance des autorités vis-à-vis des populations, il y a aussi cette idée qu'on pourrait mettre les populations à l'écart du problème en les incitant
à rester confinée chez elle ou à l'endroit où elle se trouve au moment où survient la catastrophe, ce qui permet d'éviter d'investir dans des politiques de prévention qui intègrent ces populations, moyennant par exemple l'équipement des établissements publics, des entreprises, des habitations en dispositif de confinement. Ça permet d'éviter d'avoir des entraînements au confinement ou à l'évacuation. C'est toute une série d'investissements qui sont en quelque sorte qui ne sont pas faits avec ce genre de politique-là. L'industrie a généré de l'urbanisation, ça c'est quelque chose qui est structurel. Hein. Depuis le XVIIIe siècle à Rouen, la ville s'est faite euh, avec l'industrie, avec le port hein, initialement, puis ensuite avec l'industrie. Donc on a toujours eu des quartiers résidentiels à côté de sites de production plus ou moins dangereux. Là, ce qu'on observe, c'est que la transition vers la ville durable se bute encore sur la résistance de la ville moderne industrielle et que aujourd'hui le passage d'un modèle à l'autre se révèle très compliqué et la proximité entre le projet d'écoquartier et cette usine Seveso Seuil Haut me semble-t-il être un symbole de cette contradiction dans laquelle l'urbanisme contemporain s'est construit et qui exige des choix, me semble-t-il, des choix rapides sur les projets urbains qu'on veut mener demain. Oui, oui, moi je suis convaincu que c'est une catastrophe majeure, enfin du moins j'en ai l'intuition, on verra avec le temps, notamment parce que on a concentré une quantité de matières dangereuses de façon vraisemblablement déraisonnable. Et à ce titre, ça interroge aussi notre capacité collective à accepter ça, à accepter de le voir ou pas. Puisque finalement, à Rouen, et plus largement dans la vallée de la Seine, il y a une profonde ambiguïté, pas seulement des pouvoirs publics, également des populations par rapport à la présence de ce risque qui est connu, mais qui en même temps est parfois aussi envisagé de façon incrédule. Et ça peut, cette espèce de rapport ambigu, il peut perdurer aussi longtemps que finalement aucune catastrophe majeure ne survient. Et là, ce qui s'est passé à Lubrizol rompt avec cette espèce de sentiment-là. Il faut désormais accepter que la catastrophe a eu lieu et en tirer les conséquences pour l'avenir. Et c'est comme ça qu'on pourra savoir si on veut ou pas encore de ces usines et de l'industrie de façon plus générale. Parce que bon, on parle beaucoup là des usines, mais là moi je suis géographe, je suis aussi très sensible au réseau. On a des réseaux qui sont extrêmement dangereux. Et là aussi il faut qu'on s'interroge, est-ce qu'on est prêt à vivre à proximité de ces réseaux dont on ignore très souvent l'existence dans son entourage proche. Vous entendez quoi par réseau Les circulations de matières dangereuses, que ce soit ces produits chimiques qui circulent, hein, une fois qu'ils sont fabriqués. Donc on a, et ça c'est tout à fait répertorié par les autorités, hein, on a des cartes de circulation des matières dangereuses. On pourrait évoquer aussi la circulation des produits nucléaires en Normandie. Il y en a une certaine quantité. Si on fait disparaître les usines ou certaines usines, qu'est-ce qu'on fait des réseaux de circulation? Au-delà, c'est pas tellement les usines ou les réseaux qui comptent, c'est est-ce qu'on veut encore de ces productions-là? Est-ce qu'on est prêt à s'en passer? Est-ce qu'on est capable de se dire aujourd'hui ou à l'horizon de tant d'années, on va pouvoir être en mesure de s'abstraire du risque qu'elle représente? Et ça, c'est une question à laquelle moi je n'ai pas de réponse.